Cela a été une mauvaise semaine pour la Russie. Une très mauvaise semaine avec une mauvaise nouvelle après l'autre pour le président du pays, Vladimir Poutine, à laquelle il doit se réveiller et faire face. Le pays subit une tourmente économique dramatique, des pertes humaines records, des défaites militaires humiliantes et bien plus encore. Cela pourrait même suffire à pousser Vladimir à sérieusement envisager d'abandonner complètement ses plans d'invasion. Ou du moins, à se montrer plus disposé à négocier un accord de cessez-le-feu juste et raisonnable. Voici un examen plus approfondi de la façon dont et pourquoi la semaine dernière a été la pire de la guerre jusqu'à présent du point de vue russe. Sans aucun doute, la plus grande mauvaise nouvelle que la Russie ait connue ces derniers jours est survenue le 1er juin, lorsque l'Ukraine a lancé sa frappe, la plus importante et la plus réussie à ce jour sur le territoire russe. L'opération Toile d'araignée a été planifiée par le service de sécurité d'Ukraine, sur une période de 18 mois, et orchestrée en grande partie par le chef de l'agence, Vassil Maliouk. Cette attaque remarquable a semblé prendre les Russes complètement par surprise, portant un coup dévastateur aux bases aériennes et à l'équipement à travers le pays. L'attaque a impliqué un total rapporté de 117 drones qui ont été introduits clandestinement en Russie, cachés à l'intérieur de conteneurs qui ont ensuite été chargés sur des camions et positionnés stratégiquement près de 5 bases aériennes à travers toute l'Ukraine. Orlénia, non loin de la frontière avec la Finlande, Ivanovo et Diaghilevo, qui sont toutes deux proches de Moscou. Belaya, à l'est dans l'oblast d'Irkoutsk, et Ukrainka, encore plus à l'est, près de la frontière russo-chinoise. Une fois les camions en position et les ordres donnés, des toits rétractables se sont ouverts au-dessus des drones, et des dizaines d'entre eux ont pris leur envol, frappant des bases aériennes et, selon les rapports militaires ukrainiens, endommageant plus de 40 avions au total. Le service de sécurité d'Ukraine a partagé une vidéo des drones en action sur X, montrant des images en vue subjective de drone après drone frappant des avions stationnés. Les dégâts subis par les avions incluraient des bombardiers supersoniques, Tupolev, Tu-160 et Tupolev, Tu-22, des Tu-95, capables de transporter des bombes nucléaires et des missiles de croisière, ainsi que des avions de surveillance, A-50. Et selon le service de sécurité d'Ukraine, environ 7 milliards de dollars d'équipements ont été détruits sur 4 des bases. L'une des 5 attaques, à Ukrainka, a échoué après que le camion transportant les drones a pris feu. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky s'est dit fier du succès de cette mission complexe et d'envergure. Selon lui, la moitié des avions endommagés ne pourra pas être réparée, et certaines réparations prendront des années, si elles sont réalisables. Il a ajouté que tous les individus impliqués dans la planification et l'exécution de la mission en Russie avaient été extraits sains et saufs. Nos hommes ont opéré dans plusieurs régions russes, couvrant 3 fuseaux horaires différents, et les personnes qui nous ont aidés ont été retirées du territoire russe avant l'opération. Ils sont maintenant en sécurité. Pour aggraver la situation pour la Russie, l'opération Toile d'araignée n'a pas été la seule grande attaque menée par l'Ukraine ces derniers jours. Le pays a également ciblé le pont de Kertch, qui relie célèbrement la Russie continentale à la péninsule de Crimée occupée et annexée. C'est l'un des biens les plus précieux de la Russie, ayant coûté environ 3,7 milliards à construire. Et avec une longueur extraordinaire de 12 miles, soit 19 km, c'est le plus long pont jamais construit par le pays, ainsi que le plus long d'Europe. La Russie dépend de ce pont pour transporter du matériel militaire vers la Crimée et maintenir son emprise sur la région. Il permet à plusieurs voies de circulation et une ligne de chemin de fer de se déplacer vers et depuis la péninsule, en parallèle. En somme, c'est crucial pour la Russie. Il est compréhensible que l'Ukraine ait une vision différente du pont de Kertch, le considérant comme un symbole de l'agression de la Russie et de l'annexion illégale du territoire ukrainien. En effet, très tôt dans la guerre, les chefs militaires ukrainiens ont juré qu'ils détruiraient le pont s'ils en avaient les moyens. Dmytro Marchenko, un général de division ukrainien aujourd'hui à la retraite des forces armées d'Ukraine, a déclaré en juin 2022 « Le pont du détroit de Kertch est la cible numéro 1 pour les forces armées ukrainiennes. Ce n'est un secret ni pour leurs militaires, ni pour les nôtres, ni pour leurs civils, ni pour les nôtres. » Et l'Ukraine a tenu parole, menant plusieurs attaques contre le pont de Kertch depuis le début de la guerre, avec le service de sécurité d'Ukraine en première ligne à chaque fois. Des explosions ont secoué le pont, en 2022 et en 2023, provoquant l'effondrement de certaines parties de la route, et mettant le pont hors service, pendant plusieurs mois. En 2024, aucune nouvelle attaque n'a visé la structure, mais dans la nuit du 3 juin 2025, le service de sécurité d'Ukraine a frappé de nouveau.
Le chef de l'agence, Vassil Maliouk, aurait également planifié et coordonné cette mission qui consistait à placer des explosifs sous l'eau sur les piliers du pont pendant plusieurs mois. Puis, à 4h44 du matin le 3 juin, le premier engin explosif a été déclenché, mettant apparemment le pont en état d'urgence et causant de graves dommages structurels. Selon des rapports du côté ukrainien, le service de sécurité d'Ukraine a partagé un message sur Telegram expliquant l'attaque. Le service de sécurité d'Ukraine a mené une nouvelle opération spéciale unique et a frappé le pont de Crimée pour la 3e fois, cette fois sous l'eau. L'opération a duré quelques mois. Les agents du service de sécurité d'Ukraine ont miné les piliers de cette installation illégale, et aujourd'hui, sans aucune victime parmi la population civile. À 4h44 du matin, la première bombe a explosé. Les supports sous-marins des piliers ont été gravement endommagés au niveau inférieur. 1100 kg d'explosifs, en équivalent trinitrotoluène, ont contribué à cela. En fait, le pont est en état d'urgence. L'agence a également partagé une vidéo sur X montrant une énorme explosion sous le pont. Et Maliouk a également fait une déclaration. Dieu aime la Trinité, et le service de sécurité d'Ukraine mène toujours à terme ce qu'il a conçu, et ne se répète jamais. Auparavant, nous avons frappé le pont de Crimée 2 fois, en 2022 et en 2023. Alors aujourd'hui, nous poursuivons cette tradition sous l'eau. Aucune installation russe illégale n'a sa place sur notre territoire. Par conséquent, le pont de Crimée est une cible absolument légitime, d'autant plus que l'ennemi l'a utilisé comme une artère logistique pour approvisionner ses troupes. La Crimée, c'est l'Ukraine, et toute manifestation d'occupation recevra notre réponse ferme. Les rapports n'ont pas encore précisé l'ampleur exacte des dégâts causés lors de cette attaque, ni leur durée éventuelle. Le pont sera hors service cette fois-ci, mais c'est tout de même une autre victoire pour l'Ukraine, et chaque dommage infligé au pont compte. Cela contraint la Russie à investir temps, argent et ressources pour réparer la structure, retardant ou interrompant l'approvisionnement de la péninsule. Mais la liste des succès récents de l'Ukraine n'est pas encore terminée, et l'événement suivant a peut-être été l'un des plus humiliants pour la Russie depuis le début de la guerre. Le 4 juin, une source de l'agence de renseignement militaire ukrainienne a révélé au Kyiv Independent qu'elle avait eu accès à des données top secrètes de l'entreprise aérospatiale et de défense russe. Tupolev. Avec son siège à Moscou. Tupolev a été fondé en 1922 et a, au fil des années, conçu plus de 100 modèles d'avions civils et militaires pour l'Union soviétique et la Russie. Cela comprend les bombardiers Tupolev que la Russie a utilisés pour lancer des missiles de croisière à longue portée contre des villes et infrastructures ukrainiennes, 295 et 2160. En conséquence, l'entreprise a été sanctionnée par plusieurs pays depuis le début de l'invasion, mais elle continue de jouer son rôle dans l'effort de guerre russe. Grâce aux experts en cybersécurité ukrainiens, une grande quantité de données internes de Tupolev a été divulguée. Selon la source, plus de 4,4 go de données ont été récupérées, comprenant des procès-verbaux de réunions privées, des registres d'achat, des dossiers du personnel et de la correspondance officielle. L'importance des données obtenues ne peut pas être surestimée. En réalité, les activités de Tupolev ne sont plus secrètes pour les services de renseignement ukrainiens. À présent, les forces ukrainiennes connaissent en détail tout sur les ingénieurs et autres membres du personnel responsable de l'entretien des bombardiers stratégiques russes, y compris les modèles 295 et 216 mentionnés précédemment. L'Ukraine pourrait utiliser ces informations de différentes manières pour potentiellement cibler ces individus ou découvrir de nouveaux moyens de contrer les bombardiers, a expliqué la source. En particulier, nous avons obtenu des informations complètes sur les personnes directement impliquées dans l'entretien de l'aviation stratégique russe. Les résultats seront évidemment visibles aussi bien sur le terrain que dans le ciel. Pour ajouter l'insulte à l'injure et une petite dose supplémentaire d'humiliation pour la Russie, les hackers ukrainiens ont également remplacé la page d'accueil du site web de Tupolev par une image d'une chouette, l'un des symboles officiels du direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine, tenant un avion russe dans ses serres. Maintenant, l'Ukraine doit simplement fouiller dans les données volées pour voir ce qu'elle peut apprendre et comment elle peut transformer cette acquisition en avantage stratégique à l'avenir. Pendant ce temps, la Russie doit non seulement faire face aux conséquences de cette fuite embarrassante, mais aussi pleurer la perte de l'un de ses membres militaires les plus décorés. Zor Gertsev, un commandant russe à la retraite de 34 ans, est mort dans une explosion à Stavropol, dans le sud de la Russie. L'incident s'est produit dans la nuit du 29 mai.
Gertsev a joué un rôle clé dans l'organisation et l'exécution des frappes aériennes sur Marioupol, ville portuaire ukrainienne. Une grande partie de ces frappes a eu lieu au début de l'invasion, entraînant environ 8000 morts en seulement 3 mois. Certaines des personnes tuées étaient des civils innocents, qui cherchaient refuge dans des lieux censés être sûrs, comme un théâtre. Malgré la brutalité de ces frappes et leur condamnation généralisée à travers le monde, les soldats russes impliqués ont été célébrés. Gertsi a reçu plusieurs médailles pour sa contribution à l'invasion. Il avait également obtenu un poste de choix en tant qu'adjoint au maire de Stavropol depuis sa retraite de l'armée. Et il s'attendait sûrement à profiter d'une vie confortable pour le reste de ses jours. Au lieu de cela, cette récente explosion a mis fin à sa vie ainsi qu'à celle de son ami de 29 ans. Vladimir Vladimirov, gouverneur de Stavropol, s'est exprimé sur l'incident, en utilisant des termes russes typiques, comme appeler la guerre une opération militaire spéciale et mentionner des nazis du côté ukrainien. Notre héros, vétéran de l'opération militaire spéciale et participant au programme Temps des héros, Zhor Alexandrovitch Gertsev, est décédé. Toutes les versions sont envisagées, y compris l'organisation d'un attentat terroriste impliquant des nazis venus d'Ukraine. L'Ukraine n'a fait aucune déclaration officielle revendiquant la responsabilité de l'attaque. Donc, même si c'est probable, la confirmation que cela vient d'Ukraine manque toujours. Ce qui a été confirmé cependant, c'est que des combattants ukrainiens, des résistants pour être précis, étaient derrière une autre attaque récente contre une cible russe. Le 31 mai, le groupe de résistance russe composé uniquement de femmes, Zlomavka, a partagé un message sur Telegram rapportant une attaque partisane réussie contre un train russe. Il fait chaud sur les rails, et ce n'est pas seulement à cause de la météo, rapportent les forces armées opérationnelles d'Ukraine. Des informations confirment que des partisans ont fait exploser un train de fret et de citernes de carburant à Melitopol, un district temporairement occupé. Le train se dirigeait vers la soi-disant Crimée. La direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine a également partagé une publication au sujet de l'incident, déclarant « Dans la nuit du 31 mai 2025, une explosion s'est produite dans une gare près de la localité temporairement occupée de Yakimivka, district de Melitopol, région de Zaporijia. Un train militaire des envahisseurs russes a été détruit. Le train de marchandises se dirigeait vers la Crimée temporairement occupée. Un train transportant des wagons-citernes de carburant et des wagons de marchandises a déraillé après une explosion sur la voie ferrée. La principale artère logistique des moscovites dans les territoires occupés de la région de Zaporijia et de la Crimée a été perturbée. Ce n'était pas un coup aussi dur que l'opération Toile d'araignée, mais cela restait un succès notable pour l'Ukraine, car la Russie dépend fortement des trains, pour transporter des troupes, des munitions et d'autres fournitures militaires importantes d'un endroit à l'autre, afin de maintenir la pression dans les zones clés le long des lignes de front. En neutralisant les trains et en endommageant le réseau ferroviaire, l'Ukraine peut semer le chaos dans la logistique russe, retarder les opérations et obliger la Russie à gaspiller du temps et des ressources pour réparer les dégâts et réécrire ses plans en conséquence. Toutes ces attaques ukrainiennes, grandes ou petites, ont un impact sur l'armée russe. Et chaque jour qui passe, les forces ukrainiennes repoussent également, sans relâche vague après vague d'attaques russes, dans des zones clés le long de la ligne de front. Alors que les généraux de Poutine envoient des dizaines de Russes avant presque à la mort. Il a été difficile au cours de la guerre jusqu'à présent de déterminer exactement combien de personnes ont été tuées ou blessées des deux côtés. En effet, la Russie comme l'Ukraine ont été accusées de gonfler ou de minimiser leurs chiffres pour servir leur propre agenda. Cependant, une étude récente, qui a certainement provoqué une onde de choc au Kremlin et dans toute la Russie, suggère que la Russie est en passe d'atteindre un seuil choquant cet été. Le seuil d'1 million de pertes. Le rapport accablant, publié par le Center for Strategic and International Studies, basé à Washington le mardi 3 juin, suggère qu'environ 250 000 soldats russes sont morts jusqu'à présent, avec plus de 950 000 pertes au total, contre environ 60 000 à 100 000 morts du côté ukrainien, et 400 000 pertes au total. Il poursuit en disant que si les pertes russes continuent à leur rythme actuel, avec environ 1000 soldats tués ou blessés chaque jour, le cap du million sera dépassé en quelques semaines. Le rapport fournit également de nombreuses autres statistiques qui dressent un tableau sombre des perspectives de victoire de la Russie dans ce conflit, en soulignant 4 domaines clés où Poutine est en train de perdre la bataille. Premièrement, les forces russes n'ont progressé
que de 50 mètres par jour en moyenne, dans des zones comme Kharkiv. Une avancée plus lente que lors de l'offensive de la Somme pendant la Première Guerre mondiale, où les forces franco-britanniques gagnaient 80 mètres par jour en moyenne. Cela montre à quel point les Russes progressent lentement. Chaque jour, en moyenne, 1000 de ces hommes sont blessés ou tués pour seulement 50 mètres de terrain. Deuxièmement, le siège par la Russie d'environ 5000 km² de territoire en Ukraine depuis janvier 2024 a été dérisoire. Cela représente moins d'1% du territoire ukrainien, et c'est principalement produit dans les oblasts de Donetsk, Luhansk et Kharkiv. Bien que la Russie ait fait de grands progrès au début de la guerre, cette statistique montre à quel point son rythme a ralenti. Au rythme actuel, le pays mettrait des décennies à vraiment gagner la guerre. Des experts militaires sont d'accord avec cette évaluation. Sir Richard Dearlove, ex-chef du Military Intelligence, Section 6, service secret britannique, l'a déclaré récemment dans une interview avec Sky News. Leurs avancées sur le champ de bataille ont considérablement ralenti au cours des 3 derniers mois. Au rythme actuel des progrès, il leur faudrait 80 ans pour conquérir l'Ukraine, poursuit le rapport. Troisièmement, la Russie a perdu d'importantes quantités d'équipements sur terre, dans les airs et en mer, ce qui met en évidence le lourd tribut matériel de sa campagne d'usure. Depuis janvier 2024, par exemple, la Russie a perdu environ 1149 véhicules blindés de combat, 3098 véhicules de combat d'infanterie, 300 pièces d'artillerie automotrice et 1865 chars. Encore plus remarquable, les pertes en équipement russe ont été nettement supérieures à celles de l'Ukraine, avec un ratio variant de 5 pour 1 à 2 pour 1 en faveur de l'Ukraine. La Russie subit non seulement plus de pertes humaines que l'Ukraine, mais perd aussi beaucoup plus de matériel. Et chaque char, véhicule, drone ou avion détruit représente aussi des sommes d'argent énormes. Le 4e point devrait inquiéter Vladimir Poutine plus que tout. Les pertes et les blessés russes ont été extraordinaires. La Russie atteindra probablement le cap du million de pertes à l'été 2025, un jalon stupéfiant et macabre. Vladimir Poutine essaie de compenser les pertes, en recrutant massivement de jeunes hommes de 18 à 30 ans à travers la Russie pour soutenir l'effort de guerre, et en offrant des primes uniques, allant jusqu'à 40 000 $ pour tout autre volontaire. Mais cela ne change pas le fait que tant d'hommes russes ne rentreront pas chez eux après cette bataille. Et d'innombrables familles à travers le pays pleurent à la perte de leurs fils, frères, pères et amis. Et ce n'est pas seulement en termes de vie de soldats, d'infrastructures vitales et de matériel militaire que la Russie a subi de lourdes pertes récemment. Le pays souffre également économiquement sous le poids de sanctions paralysantes, imposées par divers pays du monde qui soutiennent l'Ukraine. Au début du conflit, Poutine a répété que la Russie résisterait et prospérerait malgré les sanctions occidentales. Il a même suggéré que les pays imposant les sanctions souffriraient bien plus que la Russie elle-même. Au Forum économique international de Saint-Pétersbourg en juin, en 2022 par exemple, il a déclaré « Le blitzkrieg économique n'a aucune chance de réussir dès le tout début. Nous sommes un peuple fort, capable de relever tous les défis. » Eh bien, quelques années plus tard, face à de graves frappes financières, la fanfaronnade vantarde de Poutine s'est révélée incorrecte. Son pays ne fait pas du tout face à ce défi, et le soi-disant blitzkrieg économique a un impact majeur. Le lieutenant-colonel Joby Rimmer, conseiller militaire principal auprès de la mission permanente du Royaume-Uni à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, dresse un tableau très clair de la situation actuelle, avec des statistiques solides pour soutenir ses propos. Les taux d'intérêt en Russie ont grimpé à 21%, reflétant une profonde instabilité financière. 40% des dépenses du gouvernement fédéral russe en 2025 ont été consacrées à la défense. Pour la première fois depuis la chute de l'Union des républiques socialistes soviétiques, le budget militaire a surpassé les dépenses sociales. La Russie a épuisé les 2/3 des actifs liquides de son foncier national de richesse, et en raison des sanctions internationales, elle a perdu environ 450 milliards de revenus énergétiques. En somme, l'économie russe s'effondre, et les raisons sont évidentes. Le pays a dépensé bien plus pour cette guerre qu'il ne l'avait jamais prévu. Au début de la guerre, de nombreux rapports ont révélé que les soldats russes, les chefs militaires et même Poutine lui-même s'attendaient à ce qu'elle se termine en quelques jours. Ils imaginaient marcher sereinement jusqu'à Kiev, avec une résistance minimale et en organisant rapidement des défilés de la victoire dans la capitale ukrainienne. Et évidemment, ça n'est pas arrivé.
L'Ukraine a résisté, soutenue par des alliés internationaux, et plusieurs pays ont sanctionné durement la Russie. Vladimir Poutine a depuis dû dépenser des dizaines de milliards de dollars pour maintenir l'effort de guerre année après année. Y compris bien plus de 100 milliards, rien qu'en 2024, tout en perdant d'énormes investissements et des accords commerciaux internationaux. Selon les principaux économistes, le fonds national de richesse de la Russie pourrait s'épuiser en quelques mois. Encore une fois, les statistiques le prouvent. La Russie disposait de 117 milliards de réserves liquides en 2021, mais n'en avait plus que 31 milliards à la fin de 2024. Le rouble russe s'affaiblit, l'inflation augmente, et le pays est confronté à une pénurie de main-d'œuvre. Et plus la guerre dure, plus Poutine devra dépenser, et plus les conséquences seront importantes pour les Russes au quotidien. Ils tentent juste de vivre leur vie. Joby Rimmer souligne également dans une déclaration récente que le Kremlin continue de prioriser l'effort de guerre au détriment du bien-être des Russes. Les autorités se préparent même à augmenter les prix du gaz pour compenser les pertes de l'entreprise énergétique publique Gazprom. Cela compliquera inévitablement un peu la vie de la population. En conséquence, cela pourrait nuire à la popularité et à l'héritage du président. Et à mesure que les oligarques qui le soutiennent commencent à voir leur propre fortune diminuer, ils pourraient finir par se retourner contre Poutine, ou même organiser un coup d'État pour le chasser complètement du pouvoir. Le dirigeant russe doit être dans une position délicate après une semaine aussi difficile. L'Ukraine ne se contente plus de résister et de s'accrocher, elle riposte désormais avec une férocité croissante, jusque loin en territoire russe. Elle détruit du matériel coûteux, anéantit des infrastructures précieuses, et va même jusqu'à dérober des informations secrètes. S'y ajoute la dévastation économique, et le nombre croissant et dramatique de morts et blessés russes. Ce terrible sort pour la Russie pourrait s'avérer être un tournant clé dans la guerre. Peut-être que, dans quelques semaines ou quelques mois, ce moment sera considéré comme celui où la tendance a vraiment commencé à s'inverser, et où l'Ukraine a entamé sa plus grande offensive pour la victoire et la liberté. Maintenant, pour plus d'informations sur les événements récents, consultez notre vidéo approfondie sur l'attentat du pont de Crimée, ou notre analyse détaillée de l'opération Toile d'araignée. Et n'oubliez pas de vous abonner à The Military Show pour plus d'informations fiables sur le conflit entre l'Ukraine et la Russie, ainsi que sur d'autres événements importants à travers le monde.